tiennent, mais c'est plutôt le soir. J'avoue que le samedi matin à 8h30, les mariages commencent souvent plus tard. Donc, bon, enfin, on fait ce qu'on peut, mais on y arrive, vous voyez. Donc, moi, je suis Christine Frey, je suis conseillère régionale d'Île-de-France et élue dans le 3e arrondissement. Et je souhaitais, sans faire de longs discours, vous accueillir ce matin en mairie du 3e, vous dire que eh bien, nous sommes contents d'accueillir l'association Clara, mais pas seulement, on accueille beaucoup d'associations. C'est vrai que, bon, je pense que vous en avez tous conscience, hein, en ce moment le sujet est délicat, la gestation pour autrui, mais en mairie du 3e, nous pensons qu'il n'y a pas de sujet tabou, et que même si au sein de l'équipe municipale, nous pouvons parfois avoir des divergences d'appréciation, y compris sur ce sujet, il nous semble qu'il doit exister des lieux où le débat est possible. Et c'est le cas, en tout cas, de notre mairie, et c'est ce que nous essayons de faire tout au long de l'année, tout au long de notre mandature, c'est d'accueillir des associations et de permettre que les débats se tiennent sereinement au sein de la Maison pour tous, qui est une mairie. Ça, c'est le premier point. Le second point que je voulais saluer, c'est l'action de l'association, vous êtes chacun d'un côté, l'association Clara, et donc des époux Menson, qui par ailleurs sont aussi des amis. Je voulais saluer leur action parce que je pense que en ce moment, le débat sur la gestation pour autrui est instrumentalisé. On agite des fantasmes, on fait peur. Et je crois que c'est très important qu'il puisse y avoir justement des associations comme l'association Clara qui, à travers des témoignages, à travers des actions concrètes comme les colloques et comme l'action au jour le jour qu'elle conduit, eh bien, permettent sinon de faire reculer totalement toutes ces peurs, mais au moins de faire en sorte que au-delà de ces fantasmes qui sont facilement entretenus, parce que c'est facile d'agiter des épouvantails dans le débat public, eh bien, la force des réalités puisse apparaître et que dans notre société, eh bien, on puisse voir qu'il n'y a pas que des propos, comment dire, que les propos qui sont agités ne recouvrent pas des vraies réalités. Donc il est important que cette action concrète qui fasse avancer les choses sans, comment dire, participer à cette espèce de folie qu'il y a actuellement dans le débat et montre qu'il y a des réalités et que ces réalités doivent être prises en compte. Donc voilà, je m'arrêterai là. Merci encore de votre action et puis on essaiera autant que faire se peut de vous soutenir, de vous accompagner, en tout cas dans cette mairie. Et je vous souhaite donc un très bon colloque et une très bonne réunion ce matin. Voilà, bon courage. Merci beaucoup. Merci Christine. Bon, bah écoutez, maintenant on va commencer. On a pris un petit peu d'avance, mais c'est très bien parce que le programme est très chargé, vous avez vu. Et évidemment, on souhaite laisser le plus de place possible au débat. Donc je vais commencer. À part vous souhaiter moi aussi la bienvenue. Je suis très contente que vous soyez aussi nombreux, comme chaque année d'ailleurs. On va juste rajouter quelques chaises au fond, mais bon, à part ça, ça a l'air de fonctionner. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je sais que certains d'entre vous viennent de loin, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Et nous, en tout cas, on espère pouvoir répondre à certaines de vos questions, de vos interrogations. Et voilà, il y aura dans la journée beaucoup d'échanges, dans la matinée, pardon, de débats. Et on est là pour vous apporter l'information. Donc, moi je vais proposer à Dominique de commencer. J'avais mis introduction et actualité, mais l'actualité c'est lui qui va la faire, c'est Dominique qui va la faire parce qu'au travers de ses présentations, il abordera l'actualité. Voilà, moi je me tais pour l'instant. Mon rôle sera d'animer. De temps en temps, je couperai la parole, y compris à mon mari, comme à la maison, s'il parle trop, voilà, parce qu'il a un peu tendance. Mais tu as 20 minutes pour tes deux présentations. Voilà. Bonjour, rebonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc,
Comme d'habitude, pour les habitués de ces colloques, on fait un petit état des lieux de la GPA dans le monde, pour rappeler quelques vérités, et aussi pour montrer l'évolution qui est très rapide dans ce domaine. Donc, je vais essayer de parler près du micro. Vous les voyez bien, là, les transparents, vous les voyez bien? Donc on va parler des pays qui ont légalisé la GPA, ou les pays où la GPA se pratique sans statut. Et ce qui se passe ensuite au niveau de la reconnaissance de l'état civil, et on va essayer d'en dégager les tendances. Donc, je vais essayer d'être rapide. Les pays qui ont légalisé et encadré la GPA, en Afrique, il y en a un seul, c'est l'Afrique du Sud, qui est un pays phare. En Amérique du Nord, c'est surtout ça qui nous concerne tous. En fait, il faut juste rappeler que contrairement à ce qui est dit, aux USA, il y a seulement 3 pays qui ont interdit la GPA. Elle est légale dans tous les autres, mais dans une douzaine d'États, il y a des incertitudes sur la filiation. Donc, il vaut mieux les éviter. Évidemment, il y a le Canada, sauf le Québec, puisque le Québec déclare nul les conventions de GPA, donc il y a des petits problèmes à l'état civil par moment à cause de ça. Bon, il y a des pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, qui a récemment légalisé, le Brésil. En Asie, vous avez beaucoup de pays. Il y a un nouveau venu. Donc, dans ma présentation, je mets en vert les changements par rapport à la fois dernière. Donc, c'est le Kyrgyzstan qui a légalisé aussi la GPA. Mais plus que le nombre de pays qui ont légalisé et encadré la GPA, excusez-moi, j'ai sauté une page. On va arriver à l'Europe, qui nous concerne plus directement. On a un certain nombre de pays. Donc, tout le monde connaît la Belgique. Il y a un cadre légal pour la pratique médicale, mais il n'y a pas de cadre légal pour l'état civil, c'est l'adoption. Il y a la Bulgarie qui aujourd'hui c'est interdit, mais c'est très intéressant, il y a un projet qui a été voté en première lecture. Bon, il y a la Biélorussie, le Danemark, il y a la Finlande, le comité d'éthique vient se prononcer pour, la Géorgie, la Grèce c'est notre référence à tous en termes de législation. Il y a l'Irlande, c'est tout frais, ça date de quelques semaines, c'est-à-dire qu'en Irlande il n'y avait pas de cadre légal, mais il y a une jurisprudence aujourd'hui qui reconnaît la parenté, c'est très très important. Donc on peut mettre directement sur les certificats de naissance le père et la mère, c'est une très bonne nouvelle. Bon, il y a les Pays-Bas, qui est un pays historique. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif légal sur l'état civil, une fois de plus c'est l'adoption qui est utilisée, mais il y a un projet de loi en cours et qui va certainement passer rapidement. Il y a la Russie avec de gros problèmes, mais j'ai mis la Russie dans l'Europe, j'aurais pu la mettre dans l'Asie aussi, elle est à cheval sur les deux. Il y a l'Ukraine, il faut rappeler que le cadre légal c'est juste une phrase dans le droit de la famille sur l'état civil, il n'y a aucun cadre légal pour encadrer les pratiques, ce qui explique sûrement toutes les dérives que l'on peut voir dans ce pays. Je termine sur l'Europe juste pour dire que vous voyez plein de pays, mais il faut juste se rappeler que dans l'Union européenne, dans ces 27 pays-là, il n'y a aucun pays où les Français peuvent aller, puisqu'il y a des conditions de nationalité ou de résidence. Donc ça donne beaucoup d'espoir de voir ça, mais je suis obligé de les toucher vos espoirs et de vous dire que ce n'est pas possible. À moins d'aller habiter en Angleterre, il y a quelques adhérents qui l'ont fait. Habiter en Grèce, c'est un peu plus dur. Dommage, la loi y est très bien. En Océanie, vous avez l'Australie, tous les États, la Nouvelle-Zélande. Donc ça fait, comme vous le voyez, beaucoup de pays qui ont légalisé la GPA, et un certain nombre qui sont sur la voie de le faire. Mais vous avez aussi pas mal de pays, et encore plus nombreux, où la GPA se pratique en dehors de tout statut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre légal ni pour interdire, ni pour autoriser, donc c'est un peu dangereux comme chose. Donc on a pas mal de pays d'Afrique, il y a quand même 9 États aux USA où il n'y a pas de cadre légal, pas mal de pays d'Amérique latine. Et encore plus en Asie, vous voyez. Je suis obligé de faire une petite parenthèse sur l'Inde. L'Inde, vous entendez que c'est légal, mais il n'y a pas de cadre légal, donc vous n'êtes pas protégé. Il y a énormément de dérives, c'est le moins qu'on puisse dire. Et depuis quelques mois, c'est interdit aux Français. C'est-à-dire qu'il faut un visa de tourisme, et le visa de tourisme n'est délivré que pour les pays qui autorisent la GPA. Donc, avant, il ne fallait pas y aller pour des questions de dérive, maintenant, vous ne pouvez même plus y aller tout court. Des choses importantes dans les projets, il y a des projets de légalisation au Japon, en Malaisie et à Taïwan. Sachant qu'actuellement, ce n'est pas interdit dans ces pays. Sauf qu'au Japon, c'est une interdiction de fait, puisque l'ordre des médecins interdit la pratique, même si ce n'est pas une interdiction légale. En Europe, il y a aussi d'autres pays
où la GPA se pratique en dehors de tout cadre, avec tous les problèmes que j'ai cités. Et une fois de plus, quand il n'y a pas de cadre, c'est l'adoption, et l'adoption est réservée aux résidents, donc on ne peut pas y aller. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en Islande, il y a un projet de loi, et c'est aussi une très très bonne chose. Une fois qu'on a dit tout ça, que vous avez retenu tout ce nombre de pays, donc vous ne pouvez pas aller en Europe. Il y a certains pays où il y a un cadre légal. La question, quand vous allez à l'étranger, c'est de retourner en France. Il faut juste rappeler que dans les 27 pays de l'Union européenne, la France est le seul pays qui refuse toute forme de reconnaissance ou d'établissement de la parenté. Les autres pays d'Europe ne le font pas, reconnaissent la parenté. Et je vais dire, quand les enfants rentrent de l'étranger. Et justement, ça sera ma deuxième présentation, beaucoup plus détaillée, qui sera sur cette question, puisqu'aujourd'hui on va parler des enfants, et la question des enfants et de leur reconnaissance, de leur statut juridique, de leur filiation, est au cœur de nos préoccupations. Juste les tendances, en fait, vous pouvez voir en regardant cette présentation qu'on n'est pas du tout dans la réalité qui est évoquée par les médias. C'est assez différent. C'est-à-dire que les pays où la GPA est légale et encadrée sont beaucoup plus nombreux que les pays qui interdisent, et aucun pays qui a légiféré pour autoriser la GPA n'est revenu sur cette décision. Inversement, il y avait des pays qui avaient légiféré pour interdire la GPA, comme pas mal d'États d'Australie par exemple, ou l'Utah aux États-Unis. Ils sont venus sur cette interdiction parce qu'elle est tout simplement intenable et injuste, bien sûr. Dernier point, la GPA qui est présentée comme un trafic par certains, il faut juste leur rappeler que la GPA est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une technique d'assistance médicale à la procréation. Le terme officiel d'ailleurs c'est gestation non carrée, qui est une bonne traduction de gestation pour autrui. C'est le terme consacré depuis 2009. Ça c'est juste pour ressources, si vous voulez approfondir, mais je ne vais pas le détailler. Tu as peut-être des questions là-dessus? Moi, je propose de regrouper les deux présentations et faire le jeu de questions après. Oui, d'accord. Donc, ce qui est très important, c'est quel va être l'impact sur la vie des enfants, puisque en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une absence de reconnaissance officielle des actes de naissance établis après GPA à l'étranger. Donc, ça va un petit peu plus lourd. Sur cette présentation, j'ai vraiment tout mis, donc elle sera mise en ligne, vous pourrez y revenir. Ça veut dire que je ne vais pas vraiment pouvoir avoir le temps de tout détailler, mais c'est vraiment une base, c'est une base qu'on utilise aussi dans les communications avec le gouvernement ou avec les institutions internationales pour bien tout préciser ça. Donc ce qu'il faut retenir du contexte légal, c'est qu'aujourd'hui dans la loi, il n'y a rien qui dit clairement ce qui se passe pour la reconnaissance de leur état civil. Une fois de plus, contrairement à ce qui est dit, la loi est silencieuse. Ce qui fait la situation de ces enfants, c'est la jurisprudence. La jurisprudence émise par la Cour de cassation dans les arrêts du 6 avril 2011. C'est l'anniversaire, chouette. Oui, d'ailleurs c'est l'anniversaire. Sinistre anniversaire. Il y a eu 3 arrêts, et les arrêts ont annulé toutes les possibilités de reconnaissance de cet état civil, que ce soit par possession d'État ou par transcription de l'état civil. Ce qui est évoqué en opposition, c'était l'intérêt supérieur de l'enfant, et la Cour de cassation prétend que l'intérêt de l'enfant est préservé, puisque cet enfant a un état civil étranger qui lui permet de vivre avec ses parents. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation. Il y a une autre jurisprudence d'une autre institution qui s'appelle le Conseil d'État, et lui, il n'a pas du tout le même avis, c'est quand même assez étrange. Donc le Conseil d'État, lui, rappelle 2 choses très très importantes, c'est les articles 18 et 47 du Code civil, et ça, il faut le détailler, parce que tout le temps dans votre vie, vous allez l'utiliser. L'article 18, c'est et le français, l'enfant dont l'un des parents, au moins, est français. C'est la seule condition que vous avez à répondre pour être français. Et la deuxième chose, c'est l'article 47 qui dit qu'en fait, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger est rédigé dans les formes utilisées dans ce pays, s'il est conforme à la loi locale, fait force probante, sauf si, après vérification utile, cet acte est irrégulier,
falsifié ou que les faits qui sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Je répète juste que sur un acte d'état civil, vous avez les noms et prénoms de l'enfant, les lieux et dates de naissance, les noms et prénoms des parents, et rien d'autre. Il n'y a pas de biologie. Il n'y a pas marqué l'accouchement, il va marquer d'où proviennent les gamètes ou autre. Non, il marque juste ça. Donc, à partir du moment où cet acte respecte la loi locale, que ce qui est marqué est vrai, on peut l'opposer à l'administration. C'est tout l'enjeu. On va voir comment ça s'applique. Justement, vous avez dû entendre parler de la circulaire Taubira, qui est quelque chose de très important. On a entendu beaucoup de bêtises d'ailleurs sur cette circulaire. Juste rappeler qu'est-ce qu'est cette circulaire. Elle fait seulement un rappel du droit pour éviter le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Qu'est-ce qu'un certificat de nationalité française? C'est en fait la plus haute preuve légale pour prouver que vous êtes français. Et l'immense avantage du certificat de nationalité française, c'est qu'il est valable sans limite de temps. C'est-à-dire une fois que vous l'avez, au contraire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français, vous n'avez pas à le refaire. Donc c'est très... ce document est très important. Et la circulaire Taubira rappelle le droit français pour obtenir un certificat de nationalité française. En aucun cas, cette circulaire Taubira n'établit un nouveau droit. En aucun cas, elle résout les questions de filiation, puisque ce n'est pas du tout sa portée. Sa portée, c'est uniquement la nationalité française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un recours pour annuler cette circulaire qui a été déposé par 4 députés UMP, avec des arguments fallacieux. Soyons très clairs, ce recours n'est pas suspensif et l'association s'occupe très activement de cette question. Donc on s'est porté partie civile pour défendre la circulaire Taubira. Qui est une bonne chose. Ce qu'on peut dire, c'est que cette procédure pour obtenir un certificat de nationalité française, qui se passe devant les tribunaux d'instance, ou le pôle nationalité à Paris, parce qu'à Paris il y a une organisation spécifique, c'est une procédure qui est assez longue et qui nécessite de très nombreuses pièces. Donc évidemment, je ne vais pas les détailler maintenant. Ce que vous avez à savoir, c'est que le mode d'emploi est expliqué dans le long, dans le large, dans le détail, dans le forum des adhérents, dans le film qui s'appelle « De retour en France ». Et comme ça, vous avez aussi les témoignages, parce qu'il y a aujourd'hui une trentaine d'adhérents qui ont communiqué sur leur demande de CNF. Donc on commence à avoir des avis sur les tribunaux d'instance de différentes villes, parce que, comme d'habitude, on observe des disparités dans l'application. La position de l'association, c'est foncez tous demander des certificats de nationalité française, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Avoir un certificat de nationalité française, c'est quelque chose d'important, alors autant mieux le prendre. Sachez que c'est quand même du boulot pour y arriver. C'est clair. C'est long. C'est assez long. Alors, les conséquences de tout ça. Pour les enfants nés par GPA à l'étranger, déjà, la première, c'est que les enfants n'ont pas d'état civil enregistré dans les registres centraux français de l'état civil des Français nés à l'étranger. Donc, il n'existe pas pour l'administration française centrale. Ça veut dire que dans chacune de vos démarches administratives, on vous demande en fait de prouver soit la nationalité française, soit la filiation. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est la filiation, parce qu'en fait, on demande d'apporter la preuve que les enfants sont rattachés aux parents. On ne peut pas le faire en s'appuyant justement sur le registre central, sur cet état civil français. Donc, on le fait en utilisant l'article 47 du Code civil, la force probante des actes civils étrangers, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et toute la problématique qu'on va voir, c'est que cet article il est soumis à l'arbitraire de l'interprétation. Vous pouvez avoir des interlocuteurs qui vont tout à fait bien l'accepter, ou d'autres qui vont chicaner pour des raisons fallacieuses, en demandant des pièces, en disant que ça ne correspond pas à la réalité, en évoquant de la biologie, en demandant des certificats d'accouchement. Comme je vous l'ai bien dit tout à l'heure, un acte de naissance ne parle pas de biologie, il parle seulement de filiation. Donc il faut savoir que c'est un peu à la tête du client, ça dépend de votre interlocuteur. On va le voir plus dans le détail. Il ne faut pas se décourager, il faut insister, on a des arguments, on a des lettres types, et après, si ça ne marche pas, on y va avec des avocats.
Et il y a aussi l'histoire du jugement. Parfois, ils demandent le jugement. Oui. Là, c'est un petit schéma pour essayer de bien comprendre. Suivant le pays où vos enfants sont nés, vous avez soit un jugement parenté, soit une déclaration. Le tout va alimenter l'acte de naissance qui va être délivré par l'autorité étrangère. Donc, dans l'association, c'est un jugement parenté, pour 99% des cas. Le chemin normal, ce serait d'obtenir une transcription, comme tous les enfants à l'étranger, mais ça, c'est refusé. Donc la voie par le registre français, tout ça, le livret de famille, pour faire valoir vos droits, elle ne marche pas, elle est bouchée. La voie qu'on utilise, c'est la force probante des actes étrangers. Elle est consacrée par la Convention internationale de l'AE sur la postille, c'est-à-dire que la postille, c'est pour garantir que l'état civil que vous produisez devant une administration, il n'est pas falsifié. Donc c'est une sorte d'authentification. Les USA ont signé cette convention. Le Canada ne l'a pas signé, il faut le faire légaliser, c'est une autre voie. Bon, il y a donc une convention qui oblige normalement les autorités à reconnaître votre état civil. Mais, une fois de plus, cette interprétation, elle est variable et elle est refusée, il faut le savoir, par les consulats. C'est pas la peine d'aller dans un consulat, eux vont vous dire des tas de choses, des insultes entre autres, et vous n'obtiendrez rien. Donc, c'est pas là qu'on fait, on le fait près des administrations. Et qu'est-ce qui est concerné? Bon, vous avez la carte nationale d'identité, le passeport, donc là c'est la mairie, vous avez la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, vous avez aussi des congés maternité, ça c'est un point important, mais vous avez aussi l'école, la cantine, plus tard il y aura le droit de vote, ça va vite arriver quand même pour certains. Le divorce, on espère surtout que ça arrive à personne. La retraite, ça commence à arriver. L'héritage aussi, on espère que ça arrivera le plus tard possible. On va le détailler un petit peu. Donc, tout le problème, c'est cette interprétation. On parle de tracasserie administrative. Il faut aussi comprendre pourquoi c'est pas obligatoirement dirigé contre la GPA, évidemment. Il faut voir qu'on est dans un contexte de chasse à la fraude aux prestations sociales. C'était un enjeu politique instrumentalisé, c'est clair. On est aussi dans une logique du tout ou rien, où vous avez des personnes qui pensent qu'il faut fouler les droits des enfants nés par GPA pour empêcher la GPA, ce qui ne marche pas, mais en tout cas, ils sont dans cette logique-là. Et surtout, il y a une méconnaissance totale des cadres légaux en matière de parenté après GPA. Les gens pensent souvent que c'est l'adoption, alors ça n'a rien à voir avec l'adoption, on ne passe pas par l'adoption. Et il y a toujours une suspicion que les actes que l'on présente, les actes d'état civil étrangers, qui ne soient pas suffisamment légaux, alors qu'on les fait apostiller pour répondre à cette question. Donc, il y a cette logique-là. Le point qui est très important, c'est le passeport, parce que ça peut être le plus dramatique. Et là, c'est quelque chose qui est très important pour vous à savoir. C'est qu'il y a deux cas de figure. Soit les enfants sont nés dans un pays qui reconnaît le droit du sol. Explique ce que c'est que le droit du sol. Et donc on va l'expliquer. Soit on est dans un pays qui ne le reconnaît pas. Si vous êtes dans un pays qui ne reconnaît pas le droit du sol, ce qui est le cas par exemple de la Russie, de l'Ukraine, de l'Inde, ou non pas le pays de l'Est, ça veut dire que l'administration locale, elle ne va pas reconnaître la nationalité locale des enfants. Un enfant né en Inde n'est pas indien, si ses parents ne sont pas indiens. Donc, à partir du moment où cette administration ne donne pas la nationalité locale, elle ne peut pas émettre un passeport. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les autorités françaises refusent systématiquement de délivrer des passeports et aussi des visas Schengen pour un pays en dehors de l'espace Schengen, c'est-à-dire que les enfants sont coincés, les consulats vous conseillent même de les abandonner aux organismes d'adoption, on peut trouver avec des vidéos, c'est quand même assez atroce. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand cette voie est bouchée, il y a eu des personnes qui ont essayé de faire un recours devant le Conseil d'État, ça a pris entre 6 et 31 mois pour ceux qui ont réussi. Mais il y a très peu de gens, en fait, contrairement à ce que disent les médias, il y a très peu de gens qui vont dans ces pays parce que les gens sont quand même un tout petit peu informés. Pour aller en Inde, en Ukraine, il ne faut être absolument pas informé des conséquences légales, il ne faut être absolument pas informé que dans ces pays, les cas de dérive éthique sont quand même monstrueux et fréquents. Donc, il faut quand même le répéter, d'où l'intérêt que les enfants naissent dans un pays qui reconnaisse intégralement le droit du sol, donc qui confère la nationalité juste par la naissance sur le sol, ce qui est le cas des USA au Canada, ce qui fait que les enfants, à la naissance, reçoivent en quelques jours un passeport local qui leur permet de rentrer en France. Avec un tout petit bémol, c'est
en théorie, légalement, quand ils rentrent en France, ils rentrent avec un visa de touriste. Et un visa de touriste, normalement, a une validité de 3 mois. Mais en 3 mois, on peut faire beaucoup de choses après. On va voir ça. Je vais essayer d'accélérer. Oui, tu dois aller plus vite. Là, maintenant. Surtout si on veut poser... Pour tout ce qui est santé et sécurité sociale, sur toutes ces choses-là, on va utiliser les actes étrangers. Donc, c'est souvent difficile, il faut insister. Mais personne n'a tenu une situation jusqu'au boutiste où à la fin l'inscription a été refusée. On y arrive toujours. C'est pareil pour la CAF. Par contre, pour les congés maternité, c'est catastrophique, c'est très difficile. École, impôt, il n'y a pas de difficulté. Déjà un peu, c'est très difficile. Il y a des problèmes. C'est très difficile par rapport aux autres cas où on y arrive toujours. École, impôt, il n'y a pas de difficulté, donc je le survole. Le point vraiment important, c'est la carte d'identité, le passeport français ou le certificat de nationalité française. C'est la même chose parce que justement, quand le visa de touriste expire, il est fortement conseillé d'avoir un de ces 3 documents qui justement supprime le besoin d'avoir un visa de touriste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des tracasseries, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne connais personne qui soit bloqué définitivement avec un refus de carte d'identité. Il y a des cas où de 6 mois ça patine encore, mais le recours d'un avocat n'a pas encore été fait. Quand on arrive à l'extrémité du recours à un avocat, ce qui est à peu près un tiers des cas, on y arrive toujours. Donc retenez bien qu'on peut toujours y arriver, mais que les tracasseries sont énormes. Et quand on dit on peut toujours y arriver, ça passe des fois par changer de domicile, c'est-à-dire de vous domicilier ailleurs parce que vous êtes en situation de blocage dans la mairie de votre village. À Paris, il n'y a pas de problème. Droit de vote, divorce des parents, je survole, retraite, je survole. La psychologie, on va en parler. Ce qu'on veut vous dire, c'est que vous aurez la réponse sur la psychologie, mais naître dans une famille aimante, c'est plus important que toutes ces tracasseries. La conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, quand on parle d'intérêt de l'enfant, on n'en a jamais entendu parler. En fait, l'intérêt de l'enfant, il a toujours été utilisé pour refuser des nouvelles formes de parenté, mais jamais en fait pour traiter l'intérêt de l'enfant. Et il n'est pas pris en compte dès qu'on parle de jurisprudence en matière de GPA. C'est ça qui a un problème. Et le système français de prohibition de la GPA, ce qu'il faut rappeler, il ne repose que justement sur la discrimination des enfants. Et ça ne va pas tenir longtemps, ce qu'on pense. Avec ce qui se passe au niveau de la Cour européenne, où il y a 3 affaires pendantes, où le travail fait au Parlement européen, on n'a pas espoir que cette situation s'arrête, parce qu'elle s'est arrêtée dans la plupart des autres pays d'Europe. La discrimination sur les enfants, ça ne tient pas. Et nous, ce qu'on propose dans l'association, c'est une reconnaissance graduelle des enfants nés par GPA en fonction de critères éthiques. On pense que ça permettrait justement de protéger le droit de ces enfants et de favoriser les pratiques responsables et respectueuses. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est discriminé de la même façon, que ce soit des pratiques respectueuses, comme au Canada et aux USA, mais c'est aussi le même traitement qui est fait pour des pratiques tout à fait indignes en Inde ou en Ukraine qui ne respectent ni les enfants, ni les parents, ni les gestatrices. Donc on a fait pas mal de propositions que je ne détaillerai pas là-dedans. Un des premiers résultats de ces propositions, c'est justement la circulaire Taubira. Nous avons été longuement en contact avec le cabinet du ministre de la Justice. Voilà. Tout ça est longuement détaillé, ça sera mis sur les présentations sont sur le site. Il ne faut pas hésiter à nous poser des tas de questions sur le forum des adhérents. Et ce que je vous propose, c'est de faire un jeu de questions sur cette présentation. On a 5 minutes, 10 minutes. 2-3 questions. Il y a un micro sans fil. Non, il n'y a pas de micro baladeur. Vous allez devoir parler très fort. Voilà. Et on répétera la question. S'il y en a. S'il y en a pas, on passe à la suite. Il y en a une là. J'ai pas bien compris quand on rentre avec un visa, il a un visa de 3 mois, après j'ai pas. Non, mais ça, ça complique les choses. Non, mais ça, c'est quelque chose de très théorique, c'est-à-dire qu'en théorie, les visas de touristes sont faits pour les touristes qui viennent visiter la France et ils sont limités à une durée de 3 ans. De 3 mois.
vraiment désolé. Mais personne ne va aller vérifier dans votre maison si vous avez dépassé votre visa. C'est quelque chose de très théorique. Oui, voilà, ne vous inquiétez pas. Il y a une autre question? Ça veut dire qu'en pratique, on n'a aucun cas à s'inquiéter Non. quand on rentre en France avec nos enfants. Jamais. On n'a jamais eu de problème. Rentrer vraiment en France. Jamais. On On n'a rentre jamais eu de aux problème. États-Unis, en France, il n'y a aucun cas où ils peuvent nous bloquer à la douane. Non. À condition, bien sûr, que vous allez dans un pays avec un cadre légal et un droit du sol sans restriction. Donc ça veut dire concrètement USA et Canada uniquement. Ouais, on n'a eu jamais aucun problème. Aucun de nos adhérents. Voilà, dans l'association, il y a à peu près 500 enfants quand même nés par le GPA. Il n'y a aucun cas de problème pour rentrer en France parce que ce sont que des personnes qui ont été aux USA et au Canada. Par contre, l'association a été contactée par les 3 couples qui sont restés coincés en Ukraine, qui ne faisaient pas partie de l'association, et pour cause, parce que si vous avez juste dit « je veux aller en Ukraine », on l'aurait expliqué, comme je l'ai fait tout à l'heure, la situation légale, et on aurait espéré les dissuader. Donc eux sont restés coincés. Après? Oui? Est-ce qu'il y a une limite de date pour les enfants? Vous demandez quoi? Une carte d'identité pour l'enfant? Non, il n'y a aucune limite de date. Avant les 3 mois? Non. Non, aucune limite. Le seul cadre temporaire qu'il y a, c'est la validité des actes de naissance étrangère. Et donc là, selon les endroits où vous allez, on va vous dire 3 mois ou 6 mois, c'est tout. Donc il faut des actes de moins de 3 mois, généralement, pour vous les... Pas au moins 3 mois. C'est très facile de se faire délivrer des actes de naissance américains ou canadiens. Ça se fait par Internet. Une fois de plus, sur le forum des adhérents, c'est expliqué. Attends, je vais rajouter quelque chose sur... puisque maintenant, la première chose que vous pouvez demander, finalement, maintenant, c'est le fameux certificat de nationalité française. Déjà, en arrivant. Comment? L'inscription est refusée? Comme on a expliqué tout à l'heure, avec la circulaire Taubira, vous le demandez, ça prend plusieurs mois, mais c'est peut-être une des premières choses à demander. Un bébé n'a pas besoin d'une pièce d'identité pour vivre sur notre sol. On ne va pas lui demander ses papiers, quoi, hein. Tant qu'il n'a pas 18 ans, en principe, on ne lui demande pas ses papiers. Donc, vous avez le temps. En revanche, peut-être que le certificat de nationalité française, il ne faut pas trop tarder. Après, c'est des choix personnels. Il y a quand même le cas le plus fréquent, c'est vous faites une demande de carte d'identité et vous l'avez quand même. C'est quand même le cas le plus fréquent. Mais quand justement vous êtes dans le cas moins fréquent où on vous la refuse, où on fait des tracasseries, le certificat de nationalité française peut être utile. Oui. Mais en fait, c'est un visa implicite. Il y a une convention de visa, par exemple, entre la France et les États-Unis. Quand vous rentrez en France, c'est implicite. Vous remplissez un papier, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une exemption de visa. En fait, c'est un visa de touriste. C'est une considération générale. Par contre, je ne suis pas sûr si la question il n'y avait pas une question sur le renouvellement du passeport canadien. Il faut aller à l'ambassade du Canada et ça se renouvelle facilement. Même réponse pour les États-Unis. En plus, ils sont très sympas. C'est tous les 5 ans pour les États-Unis. Oui, à l'ambassade. Et ça se passe très bien. Il y a encore le temps pour une question. Une dernière question. En théorie, oui. En théorie, pour regarder sur des tampons, mais qu'est-ce qu'ils
vois pas légalement qu'est-ce qu'ils pourraient reprocher, ce qu'ils pourraient faire. De toute façon, eux, ils vérifient, les douaniers vérifient que quelqu'un rentre sur un territoire avec la pièce qui correspond. Ils ne font pas la police sur le séjour irrégulier. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication. Je ne vois pas pourquoi un pays européen irait regarder l'historique des déplacements d'un ressortissant européen. Enfin, nous, on voyage partout en Europe, on n'a jamais de problème, et nos adhérents aussi. Donc, avec le passeport américain, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez voyager en Europe, en dehors de l'Europe. Oui. Moi, je ne connais pas un seul cas, et pourtant, vous savez, il y a beaucoup d'enfants en SAO et ils voyagent pas mal. Je ne connais pas un seul cas où les gens ont été inquiétés par ça. Si ça arrivait, vous nous faites des retours, parce qu'on partage des expériences. Pardon? Jamais de problème pour rentrer en France. Non. Si on peut si des fois vous ne faites pas des problèmes, des questions du style et pourquoi les enfants ont un passeport américain alors que vous êtes français, la réponse est ils sont nés aux États-Unis. Okay. Ou la question mais où réside-t-il? Il réside en France, bon, très bien. Pourquoi vous ne faites pas un passeport français puisque vous êtes français? Écoutez, on y pense, mais le passeport américain c'est beaucoup plus facile à obtenir, ce qui est vrai, en passant, beaucoup plus rapide. Donc voilà, mais au-delà, à part de simples questions, il n'y a jamais eu qui sont plutôt de la curiosité, il n'y a jamais eu de questions. Si jamais ça arrivait, nous on se tient informé, on échange avec tous nos adhérents, donc s'il y avait des cas comme ça, on le signalerait sur le forum, et pour l'instant il n'y en a pas. Et même pour compléter la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur les tampons, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pendant très longtemps, on ne se posait même pas la question, on faisait partie des gens qui prenaient la file européen avec nos enfants américains. Ouais. Et au bout, quand même, un certain nombre d'années, un jour, il y a juste un douanier qui m'a dit vous savez, si vous voulez un tampon sur le passeport, il faut prendre d'autres fils. Mais si vous en voulez pas de souci. Donc, c'est une façon aussi de vous dire que la fiabilité de ce que veut dire un tampon sur un passeport, c'est quand même tout à fait pas important et les gens n'y attachent pas beaucoup d'importance. Merci. Merci à Dominique pour ces précisions. De toute façon, comme il l'a dit, tout ça sera mis sur le site de l'association, auquel vous aurez accès, les adhérents seulement ont accès. Par ailleurs, il y a pas mal d'échanges aussi sur les forums, donc vous pouvez aller les lire. Et si vous avez des questions, même après, qui vous viennent plus tard, vous pouvez aussi nous écrire. En général, on répond assez rapidement. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie suivante. Je ne sais pas si Hélène Lorenzo est déjà dans la salle. Oui, elle est là. Alors, je vais l'appeler. Hélène Lorenzo est psychologue. Et elle a fait une étude sur les gestatrices. Donc là, je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter, je te laisse te présenter. On n'a qu'un micro. Bonjour. En fait, je n'ai pas fait l'étude moi. Je vais vous la relater. Voilà. Donc je suis psychologue, mais moi-même je suis doctorante à Paris sur les gestatrices et les mères porteuses. Donc c'est quand même un sujet connexe. Pardon? Non, je disais, c'est moi qui... Oui, d'accord. Donc voilà, on va essayer de faire vite, parce que c'est l'histoire. Donc voilà, donc je vous fais là le résumé d'une étude. Bon, il faut savoir qu'il y a très peu d'études faites en général sur tout ce qui concerne la GPA. Moi, évidemment, j'ai à chercher en tant que doctorante de façon exhaustive la chose, bien que Clara d'ailleurs a beaucoup de documents sur le forum, enfin sur la bibliothèque du site. Je dois dire que je félicite le travail parce que je sais ce que c'est. Donc voilà. Mais bon, récemment, donc il y a une équipe en Angleterre qui est menée par le professeur Golombok. Là, donc c'est le dernier nom sous le titre, et qui a toute une équipe. Et bon, ils sont un peu plus aidés au point de vue de la recherche. Et donc ils ont fait, en 2000, ils ont commencé une recherche sur les familles créées grâce à la GPA, de façon assez large en fait. Donc ils ont regardé les relations avec les gestatrices, les enfants, enfin la famille en général. Donc là, là il y a toutes les références, hein, j'ai
traduit évidemment, l'article est en anglais au départ. Mais si vous voulez noter les références, enfin j'imagine que le PowerPoint sera sur le site pareillement, donc vous pouvez regarder ça plus tard. Sachant que c'est un article scientifique, donc il faut évidemment avoir accès à travers quelqu'un. Bien que je pense que je pourrais vous laver en fait, mais peut-être que vous pourrez même le télécharger, enfin bref, voilà. Donc l'idée, le but de cette recherche, c'est donc, comme je vous le disais, des familles qui existent depuis 10 ans, qui sont toutes donc créées grâce à la GPA. Et on a recherché donc les relations entre les parents d'intention et la gestatrice, les relations entre les enfants et la gestatrice, le fait de savoir si les parents ont divulgué, enfin ont expliqué à leurs enfants comment s'était fait la procréation, etc. Si oui ou non, enfin si ça s'était dit ou pas, et à la fin, la compréhension par les enfants de tout ça. Bon, donc la façon dont ils ont fait cette recherche, ils ont regardé à l'âge de 1 an de l'enfant, avec 42 familles qui étaient donc au départ, sachant que dans ces familles, il y avait 16 mères porteuses gestatrices, enfin 16 gestatrices, excusez-moi, et 26 mères porteuses, sachant qu'en Angleterre, les mères porteuses génétiques, comme on dit, sont autorisées. Donc évidemment, c'est quand même difficile pour des chercheurs de trouver, par exemple, que des gestatrices, si vous voulez, pour avoir une étude qui a quand même un peu de sens, il faut un peu de monde, et donc on est souvent obligé de regarder ce qu'on trouve finalement. Et puis bon, ça a aussi un intérêt. Donc à 1 an, il y avait 42 familles. Aux 3 ans de l'enfant, il y en avait 34, parce que malheureusement toute recherche est ainsi faite qu'il y a toujours des gens qui finalement ne continuent pas, ou enfin bon, déménagent, ou c'est un peu compliqué de continuer à participer. Aux 7 ans de l'enfant, 33 familles, et aux 10 ans, 33 familles. Voilà, avec les proportions de gestatrices et de mères porteuses dans ces échantillons. Donc ce qu'on a regardé chez les enfants, à 1 an, 3 ans, 7 ans et 10 ans, c'était donc la fréquence des relations, parce qu'ils voyaient fréquemment les gestatrices, les mères porteuses ou pas, la qualité des relations entre toutes les personnes en cause, et puis le fait que les enfants sachent ou pas ce qu'était la GPA, si on le leur avait dit. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, était demandé à ces familles, est-ce que vous allez le dire aux enfants ou pas? Et qu'en général, les gens disaient oui, on va le dire. Donc, aux 7 et 10 ans de l'enfant, on a demandé, enfin, il y a eu des entretiens faits pour savoir qu'est-ce qu'ils en savaient et qu'est-ce qu'ils en comprenaient, sachant qu'évidemment, avant 7 ans, c'est difficile de vraiment savoir ce qu'un enfant comprend de tout ça. Est-ce qu'ils étaient contents de la fréquence des rencontres avec leur gestatrice ou mère porteuse? Et puis, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Est-ce qu'ils trouvaient ça bien, pas bien? Ou est-ce qu'ils n'avaient pas de sentiment vis-à-vis de ça? Donc voilà, là je vous ai mis des tableaux, évidemment, c'est un peu technique. Bon, si on regarde dans le détail, c'est quand même assez intéressant parce que, si vous voulez, c'est un jargon scientifique. Il faut savoir qu'il y a des seuils statistiques qui au fond expriment que quelque chose a un sens ou pas et que c'est pas juste dû au fruit du hasard. Et bon, il faut savoir que par exemple, en l'occurrence, pour ce qui est des mères d'intention, parce qu'on a évidemment regardé dans le détail, c'est-à-dire qu'on a regardé la relation entre les mères d'intention et la gestatrice, le père d'intention, la gestatrice et les enfants, et là tout ça est détaillé. Et il faut savoir que pour les mères d'intention, le déclin, c'est-à-dire qu'avec le temps, elles voient moins les gestatrices, plutôt après les 1 an de l'enfant, et puis de façon régulière jusqu'aux 7 ans de l'enfant, les rencontres sont un peu moins fréquentes. Pour les pères d'intention, le déclin des rencontres, finalement, est plus tôt que pour les mères d'intention. Bon, ça va peut-être paraître logique à tout le monde, hein, mais c'est quand même intéressant de l'avoir mesuré. Alors, il y a aussi une information qui est assez intéressante qui ressort de cette étude, qui est que pour les enfants, la différence significative se voit dans le déclin de la fréquence. Donc les enfants voient moins la gestatrice ou la mère porteuse lorsque celle-ci, lorsque ce sont des gestatrices connues et inconnues. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'en Angleterre, il faut savoir que cette étude évidemment ne s'applique, en fait, enfin,
c'est un pool de personnes qui sont toutes en Angleterre. Donc pour vous, évidemment, qui ici, a priori, avez le faire ou l'avez fait plus avec les États-Unis ou des pays lointains, les choses sont évidemment différentes. Mais bon, là, en l'occurrence, toutes ces personnes étaient dans le même pays, donc avec les possibilités de se rencontrer, le souhaitaient ou pas, ou plus ou moins. Mais en tout cas, dans ce cas-là, il semble que pour toutes ces familles, la part des gens qui se voyaient le moins étaient donc des gens qui avaient eu recours à une gestatrice, donc où il n'y avait pas de lien génétique, que ceux qui avaient eu recours à une mère porteuse avec un lien génétique, en fait, se voyaient plus. Donc c'est intéressant. Il y a une question sur la satisfaction des mères d'intention dans justement leur rapport avec leur gestatrice ou mère porteuse, et 75% des mères d'intention étaient tout à fait ravies, et même 25% souhaitaient plus de contact. Alors là, c'était assez intéressant au niveau de la divulgation de la GPA aux enfants, où là aussi, la majorité des parents en ont parlé enfin même plus que la majorité, parce qu'à donc 1 an, toutes les familles désiraient, souhaitaient en parler à leurs enfants, et à l'âge de 10 ans des enfants, 91% des familles l'avaient fait. Celles qui ne l'avaient pas fait disaient que soit elles n'avaient pas trop trouvé comment expliquer la chose, et puis d'autres, bon, probablement avaient des difficultés à le faire. Enfin, mais la grande majorité l'avait fait. D'ailleurs, dans ceux qui l'avaient fait, la moitié l'avait dit avant l'âge de 3 ans de l'enfant, et l'autre moitié entre 3 et 7 ans. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des enfants, sur la compréhension de la GPA, donc là vous voyez le tableau, à l'âge de 7 ans, 22 enfants avaient une compréhension tout à fait... enfin non, 22 enfants étaient, ça c'est le nombre total des enfants, et il y en avait 20 qui avaient soit une compréhension bonne ou au moins un minima de ce que c'était, et 2 n'en avaient aucune. Et à 10 ans, 21 enfants, il n'y en a qu'un seul qui une différence. Donc c'est vraiment très important. Ce qu'il faut savoir en l'occurrence, ce qui est intéressant dans cette étude, bon, c'est donc la première étude qui se fait avec des enfants nés par GPA. Elle a été publiée dans une grande revue scientifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que dans les recherches qui sont en lien avec tout ce qui est don de gamètes, que ce soit don de sperme ou don d'ovules en général, donc hors GPA, il y a beaucoup plus de difficultés à expliquer aux enfants. C'est-à-dire que l'intention est au départ, mais beaucoup moins de parents le font, parce qu'ils ont probablement moins de mots. Et on peut imaginer que justement la GPA étant au fond une aventure très importante avec beaucoup d'interlocuteurs finalement, et enfin c'est un chemin assez complexe et long qu'on a plus de mal d'ailleurs éventuellement à cacher, et que donc ceci amène les parents d'attention à souvent expliquer à leur entourage pour avoir finalement que tout le monde adhère et comprenne la démarche. Donc in fine, pour les enfants, c'est bénéfique, c'est-à-dire que plus d'enfants savent comment leur naissance, enfin, ils connaissent tout le processus. Bon, je ne sais pas si ici les gens savent, j'imagine que oui. On va faire le débat après. Ouais. Voilà, donc bon, je pense que globalement, je vous ai vraiment résumé la chose. Alors là, sur les enfants, c'est une deuxième partie de résultat, c'est-à-dire on leur a demandé, est-ce que vous désiriez plus de rencontres, est-ce que le nombre de fois où vous voyez la gestatrice ou la mère porteuse, est-ce que ça vous convient ou est-ce que c'est juste assez? Donc là, on voit les résultats qui sont tout à fait positifs, hein, puisque les rapports se passent très très bien entre les enfants et ces personnes. Maintenant, pareillement, pour ce qui est des sentiments positifs, négatifs ou neutres des enfants vis-à-vis de la gestation pour autrui et de leur naissance et de tout
ça, pareillement, il n'y a vraiment eu qu'un enfant sur 14 qui a exprimé des sentiments légèrement ambivalents. Voilà, donc ce qu'on peut dire de cette étude, c'est que ces familles-là gardent un très bon contact prolongé, puisque c'est quand même sur 10 ans avec la gestatrice, que les enfants ont un ressenti positif sur la naissance, qui est quand même différent d'études sur les oncogamètes, et que, bon, bien sûr, ceci s'applique sur une étude dans un pays, et qu'il faudrait d'autres études pour montrer la même chose, ou quelque chose d'éventuellement différent avec des pays plus éloignés. Bon, et l'échantillonnage n'est pas très important, il est quand même suffisamment important pour avoir des statistiques solides, donc on ne peut pas non plus dire que ça n'a aucun sens, mais bien plus l'échantillon est grand, plus c'est intéressant plus en plus confirmer les études. Voilà. Merci Hélène de nous avoir présenté cette étude très intéressante. Je pense qu'il va y en avoir bientôt une en France justement, puisque certains y travaillent. Peut-être, avant de passer la parole à un échange ou à des questions, je vais peut-être demander à Françoise Caillot de venir. Est-ce qu'elle est arrivée ou pas? Oui, elle est là. Voilà, et après ces deux présentations qui se ressemblent pas, mais qui ont le même thème, après on fera les échanges. Voilà. Après les deux présentations. Sinon, merci Hélène. Peut-être devant. Hélène, il faut rester là pour les questions d'après. Moi ou oui, juste devant. Donc on fera un jeu des questions après. C'est juste avant la pause. Donc ça permettra de... Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs de m'avoir invitée. Je suis Françoise Caillot, je suis docteur en psychologie et maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles. Voilà, plus près du micro. Sinon, ceux qui sont au fond, ils entendent. Et donc, je vais vous présenter le contexte de ma recherche sur la gestation pour autrui, en tout cas une partie de ce contexte. Donc, il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai commencé à travailler au centre de procréation médicalement assistée du CHU Saint-Pierre, que certains d'entre vous connaissent peut-être, oui, où j'ai développé simplement une consultation psychologique destinée aux couples qui étaient engagés dans une procédure de fécondation in vitro, de don d'ovocytes, de don de sperme également, en parallèle avec un mandat de recherche à l'Université libre de Bruxelles. Et puis en 2005, il y a eu une affaire médiatisée qui est l'affaire de la petite Donna, donc une petite fille qui a été vendue par sa mère de substitution sur Internet. Et donc on a à ce moment-là dans la presse vraiment accusé très très fort les centres de fertilité de faire n'importe quoi. Enfin voilà. Et donc petit à petit, donc, on a décidé avec l'équipe du centre de réorienter mon travail de recherche sur l'infertilité plutôt sur la gestation pour autrui, puisque nous la pratiquions, pas beaucoup de cas par an, mais on la pratiquait malgré tout. Et donc en 2011, j'ai soutenu la thèse qui s'appelle « D'une matrice à l'autre, dialogique de la filiation et de la parentalité dans la gestation pour autrui ». Voilà, ça c'est un petit peu le contexte de la recherche. Donc c'est une étude sur les processus de parentalité et de filiation chez les couples demandeurs d'une aide médicale à la procréation nécessitant le recours à une mère porteuse. Donc je me suis donc penchée sur l'étude des parents intentionnels puisque j'avais cette expérience effectivement du désir d'enfant et de la demande d'enfant. J'ai rencontré 9 couples hétérosexuels qui sont donc nommés chez nous parents d'intention, je pense comme chez vous également, et qui sont engagés, oui, puisqu'on est de l'autre côté de la frontière, à 1h15 de train, mais voilà, les terminologies ne sont pas toujours les mêmes. Nous avons des belgicismes aussi. Qui étaient donc engagés dans une procédure de gestation pour autrui. Les dossiers avaient été acceptés par les centres agréés du CHU Saint-Pierre et du CHR de la Citadelle à Liège. Vous savez qu'en Belgique, il n'y a pas véritablement de cadre juridique pour la gestation pour autrui, elle n'est ni autorisée ni interdite, et que chaque centre dispose de ce qu'il appelle sa clause de conscience, qui lui permet d'accompagner ses couples ou pas dans leur projet parental. Il s'agit en tout cas d'une gestation pour autrui gestationnelle, c'est-à-dire dans lesquelles les parents intentionnels sont les parents génétiques de l'enfant à venir.
Alors, s'il n'existe pas de cadre juridique, il y a néanmoins un ensemble de règles éthiques que chaque centre respecte, c'est-à-dire que d'abord, ils étudient la nature de la demande. Ensuite, le cadre relationnel, il n'y a pas d'agence intermédiaire et chaque couple vient avec une gestatrice potentielle qui se propose donc, de porter l'enfant, qui est en général, vous allez le voir, une amie ou un membre de la famille. Le prérequis à la consultation, en tout cas à l'hôpital, est la consultation juridique, c'est-à-dire que, comme il n'y a pas de cadre juridique, il faut savoir que ce sont les règles habituelles de la filiation qui s'opèrent, c'est-à-dire que le père d'intention peut faire une reconnaissance anténatale de l'enfant à venir. C'est la mère porteuse qui va être la mère légale de cet enfant, elle va renoncer à ses droits, et la mère d'intention va pouvoir adopter l'enfant de son mari. Voilà. Et donc, une fois que les couples sont bien au courant, bien évidemment, il y a des situations plus compliquées lorsque la mère porteuse est mariée, mais une fois que les couples sont au courant de ce cadre juridique, on s'assure également que la démarche est altruiste, qu'il n'y a pas de pression sur l'une ou l'autre personne. Il y a la consultation médicale qui atteste bien évidemment d'une indication médicale au recours à la gestation pour autrui. Vous allez voir les situations qui sont prises en compte. Il y a une évaluation psychologique. On s'assure également que l'engagement est libre et éclairé et donc non, il n'y a pas de mères porteuses qui sont dans le besoin financier et qui vivent 9 mois dans une cave et qui sont exploitées, ça n'existe pas chez nous. Et puis on donne un maximum d'informations sur les conséquences médicales, conjugales, professionnelles aussi, puisque par exemple nous avions une mère porteuse qui était infirmière, qui a donc dû être écartée de son travail pendant sa grossesse, qui avait donc, alors chez nous, un manque à gagner, c'est-à-dire qu'elle a ses revenus alors sur ce qu'on appelle la mutuelle, la sécurité sociale, qui correspond à 60% seulement de son brut, et donc il a fallu calculer le manque à gagner que ça représentait pour elle pendant les 7 ou 8 mois d'écartement. Donc les conséquences familiales, puisque toutes les mères porteuses sont déjà mères pour participer au projet de parentalité d'autrui, les conséquences sociales, légales et évidemment émotionnelles. Alors, toute la population que j'ai rencontrée, donc ça c'est juste un tableau comme ça informatif, a été entre guillemets rebaptisé, c'est-à-dire que pour garantir l'anonymat des situations, tout le monde a reçu un nouveau prénom. Les pays d'origine, donc sur les 9 situations, il y a 6 situations belges et 3 situations qui viennent d'un pays non légaliste frontalier. Nous avons nos bébétalismes. Je peux quand même. Oui, bien sûr. Ah, on a qu'un micro, c'est embêtant. Est-ce que je peux vous demander, Françoise Caillot, d'apporter une petite précision? Parce que là, vous êtes en train de dire en fait que des Français, ce sont des couples français qui sont venus en Belgique. Or, nous, on a expliqué ce matin en long, large et en travers que ce n'était pas possible. Et on a expliqué pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait comment ça se passe au plan juridique? Parce que ces couples-là ont pris d'énormes risques. Et de toute façon, la mère ne peut pas être la mère d'intention sur l'acte de naissance. Donc, quand vous dites, là, elle a adopté l'enfant, etc., précisez bien que ce sont des Belges qui ont adopté l'enfant, qu'en Belgique, l'adoption ouverte est possible, c'est-à-dire qu'on peut adopter l'enfant de son conjoint, mais en France, non. Donc, une Française ne pourra jamais adopter l'enfant de son conjoint. Donc, ces couples qui sont passés par là, les couples français dont vous parlez, en fait, en revenant en France, la mère n'a jamais pu adopter l'enfant de son conjoint. Et à notre connaissance, même si elle a essayé d'accoucher sous X en France, eh bien, il y a des enquêtes qui sont diligentées par les services sociaux, et donc c'est pour ça qu'on a précisé, nous, qu'on ne le conseillait absolument pas. Donc, voilà, et qu'il y a d'énormes risques. Je tenais à le préciser parce que je ne voudrais pas que vous pensiez, en voyant cette présentation qui concerne la Belgique et les Belges, et qu'il y a peut-être eu quelques cas par le passé, ça c'est possible, mais je ne voudrais pas que vous pensiez qu'on est en totale contradiction et que c'est possible, et donner de faux espoirs surtout aux parents, voilà, aux parents d'intention. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Merci. Désolée. Vous avez tout à fait raison de la faire, dans la mesure où vous voyez qu'il y a 3 couples qui
viennent, qui viennent de France, et que parmi ces 3 couples, 2 ont abandonné, justement du fait de la complexité de cette procédure, et que vendredi dernier, il y avait justement un colloque organisé au barreau de Bobigny, dans lequel on a effectivement reprécisé que nos règles de filiation en Belgique sont beaucoup plus souples que les vôtres. Ça c'est évident, et depuis, là ça concernait l'adoption par les couples homoparentaux, mais c'est clair que ça concerne, on a un droit qui est beaucoup plus protecteur que le vôtre, qui avait un droit qui est beaucoup plus interdictif en fait. Surtout pour l'adoption. Surtout pour l'adoption, oui, voilà. Donc chez nous, effectivement, ce qui va se passer, c'est que la mère d'intention va être la mère adoptive de cet enfant, dont par ailleurs elle est la mère génétique. La mère porteuse restera inscrite sur le carnet, donc elle ne disparaît jamais totalement. Il n'y a pas d'adoption plénière qui substitue une mère à l'autre chez nous. Donc voilà. Mais c'est un droit protecteur qui a pour objectif de protéger les liens de filiation de l'enfant. Donc on parle de l'intérêt de l'enfant. Voilà. Donc voilà, dans 5 situations, il s'agissait d'un membre de la famille, bien souvent une sœur, une belle-sœur. Dans 3 situations, une amie. Et une situation, c'était une rencontre qui s'était faite par le biais d'un forum sur Internet. Alors, les indications médicales, dans 3 situations, c'est le syndrome de Mayer-Rokitansky. Dans 2 situations, les femmes souffraient d'un utérus non fonctionnel. Dans 2 autres situations, il s'agissait d'un état de santé incompatible avec le fait de mener une grossesse à terme. Dans une situation, il y avait une hystérectomie suite à une pathologie cancéreuse. Et dans une autre situation, c'était avant notre loi de 2007 sur la limitation du nombre des essais de FIV, c'était 13 échecs consécutifs de fécondation in vitro. Ouais. Alors, dans 3 situations, en fait, un des 2 membres du couple est déjà parent. Donc, parfois, ce sont des familles recomposées. Les sujets que j'ai interrogés aussi étaient intéressés dans 4 situations par l'adoption. Il y en avait d'ailleurs 2 couples qui avaient déjà entrepris les démarches d'adoption. Une qui a abandonné son projet d'adoption et l'autre qui était refusée, en fait, dans son projet d'adoption. Alors la procédure d'investigation est une procédure typiquement, je vais dire, de psychologue clinicien, c'est-à-dire que j'ai suivi les couples pendant le traitement, pendant la grossesse.